du grand maître. Bako yaka bako bina bako kolobanini. Madiena madiena ma brada mangodi madiena madiena. Madiena madiena ma brada mangodi madiena man. Voilà fela. Ok. Ça va? Ouais, je vais bien et toi? Ça va? Ouais, ça va. La rééducation avant de commencer, ça va? Bah écoute, on fait aller. Hein. Tu marches au moins un peu? Tu commences à marcher un peu? Ouais, maintenant, ouais. Ok. Maintenant, je commence à marcher un peu. Enfin, je marche depuis vendredi dernier. Ok. Ok, très rapidement, je suis obligé d'être protocole avec toi, bien qu'on a amis, comme tu sais. Avant de commencer, j'aimerais dire à tous ceux qui sont là aujourd'hui, si vous pouvez partager, ce serait extrêmement bien. Merci Mona. Bonne rupture à tous les musulmans qui sont de l'autre côté de l'Afrique. Alors, Jico est un ami à moi depuis de longues dates. Ma première fois en France, j'étais avec lui. C'est lui qui a fait toutes mes photoshoots. Tout ce qui est de moi en France, c'est Jico. Donc, c'est mon ami depuis un bon bout de temps. Dernièrement, j'étais en France, donc en mars. Premier 2-3 mars, je crois, j'étais arrivé en France. Je crois que Jico était en voyage. On devait se voir pour manger. On n'a pas pu se voir. Je suis allé au Mans. On a planifié de faire un petit boulot ensemble. Et puis, je suis retenu sur Paris pour qu'on le fasse ensemble. Et malheureusement, ce jour-là, il m'a appris qu'il était aux urgences. Moi-même, je n'ai pas pensé à quelque chose d'autre. Je me suis dit, bon, mon ami est malade, point. J'ai incité pour le voir. Il a dit non, de rester où je suis, c'est pas grave et tout et tout. Et puis, bon, finalement, avec le mot d'ordre de Donald Trump, je suis rentré sur les États-Unis. Il m'a contacté après. J'ai vu qu'il avait des appareils sur lui, mais je n'ai pas pensé lui encore. Je suis rentré et c'est plus tard que mon frère m'a annoncé un peu dans quel état il était. Alors, ça, c'est juste pour résumer un peu. Lui-même, il est là. Jico, avant de commencer, j'aimerais demander au moins pour tous ceux qui nous écoutent, si tu peux au moins rappeler ton âge. Juste pour tu vois, non? Bon, moi, j'ai 37 ans. Voilà. Et donc, je suis réalisateur à Paris. Donc, comme il a dit, ça fait longtemps qu'on se connaît. Moi, j'ai les dates précises parce que j'oublie presque rien, on va dire. Donc, on se connaît depuis 2009. Depuis 2009 où tu as commencé tes vidéos et tout. Et après, tu es venu à Paris. Et en ce moment-là, moi, je bifurquais de ma société d'escorte de personnalité où j'ai ouvert ma boîte de production. Donc, tu as été presque mon premier cobaye, en fait, on va dire, pour faire des photoshoots et tout ce qui s'ensuit. Donc, on a gardé contact où on est devenus plus que des amis, on est devenus des frères. Donc, oui, le mois de mars dernier, tu étais là, tu m'as appelé pour me dire que tu es en train d'arriver. Je pense que tu étais en Hollande, en transfert en Hollande en ce moment-là, et moi, j'étais en déplacement. Donc, du coup, on ne s'est pas vu quand tu es arrivé de suite. Bon, comme tu avais des trucs à faire avec la famille, je t'ai dit, dès que je reviens sur Paris, on va se voir. Là, on était en début mars. Depuis mars. Début mars. Et faut savoir que en février, il y avait les vacances d'hiver. Donc, actuellement, à l'époque, je tournais une série dans nos studios pour TV5 qui va arriver justement dans pas longtemps sur TV5 Monde avec Fred Bucolé, avec Frédéric Bucolé. Et j'ai ma directrice de production qui est partie en vacances en février, justement. Et à son retour, elle m'a prévenu qu'elle était malade. Faut dire que moi, tu sais, j'ai un rapport un peu bizarre avec les médias. Tu sais, les médias, quand je suis dans le domaine, donc je sais comment manipuler les gens, tu vois. Enfin, quand tu vas à un reportage et que tu as une ligne à suivre, même si tu découvres une autre vérité sur le terrain, on t'a donné ton fil conducteur et tu es obligé de faire le truc dans ce sens-là, on va dire, tu vois. Donc, Partagez, s'il vous plaît. Partagez, s'il vous plaît. Partagez. C'est l'interview qu'on a fait. Je prends vraiment tout ce qui se dit à la télé, dans les journaux, un peu, pas au sérieux, mais avec des pincettes. Donc, quand l'histoire de coronavirus là est arrivée,
j'étais le premier à me foutre des gens, quoi. Enfin, pour ceux qui me connaissent, enfin, pour ceux qui me côtoient un peu sur les réseaux, que ce soit Instagram ou dans mes stories, il y a quelqu'un qui a marqué à un moment donné que quand tu bois de l'alcool, le coronavirus ne va pas t'atteindre, ou quand tu es black, le coronavirus ne va pas t'atteindre, des conneries comme ça. J'étais le premier à en amuser un peu, tu vois, à poster des trucs un peu rigolotes sur ça, parce que franchement, faut dire la vérité, j'y croyais pas du tout, tu vois. J'y croyais pas du tout. Et donc, pour revenir à la chronologie, bah, en février, j'ai ma directrice de pod qui est rentrée et on devait faire une petite réunion avec l'équipe au bureau. Elle m'avait prévenu, je ne vais pas dire qu'elle m'a prévenu qu'elle était malade. Mais malade, elle ne m'avait pas dit qu'elle avait le coronavirus ou quoi que ce soit. Je pense qu'elle-même, elle ne le savait pas, puisque elle n'a pas été à l'hôpital, on lui a dit de se reposer, machin. Donc, elle est venue au bureau, on a fait la réunion, elle est venue. Vous savez, nous, on est en France, hein, la bise et tout ce qui s'ensuit, enfin, tous les traitements. Et Donc, donc, vous avez fait des bises et tout et ouais, la tout. bise, on a discuté, on était attablés sur mon bureau, on a discuté, il y avait le client, il y avait Fred. Enfin, non, il n'y avait pas le client, il n'y avait que l'équipe technique. Il n'y avait que l'équipe technique, on a fait notre petite réunion, puisqu'on on tournait le samedi, on tournait tous les week-ends, vendredi, samedi. Et donc, on a fait notre réunion, elle savait quoi faire, quoi booker pour la semaine et tout ce qui s'ensuit. Et on est rentré. Il faut rappeler aussi que toi, tu es très maladif et Ouais, que, moi, et que tu prends, et que moi, tu à la prends. base, je suis drépano, j'ai la drépanocytose. Mhm. Raison même pour laquelle je suis arrivé en France pour me faire soigner. Donc, je suis arrivé en France, j'avais 16 ans. Donc, j'ai eu mes traitements et tout ce qui s'ensuit. Il faut dire que enfin, ça va, ça va mieux, en tout cas par rapport à mon jeune âge. Mais j'ai souvent quelques crises vite fait, tu vois. Mais bon, comme je connais un peu bien mon corps, je sais quoi faire pour ne pas. Déjà, je bois pas, je fume pas. Donc, il y a plein de choses que je fais, moi, déjà, d'une part, par rapport à ma santé personnelle, tu vois. Mhm. Et c'est ce qui fait de moi quelqu'un de faible déjà à la base. Mhm. Donc, faut dire début mars. Après, il y a eu mon anniversaire le 22, la fin du mois, le 5. À partir du 5, j'ai commencé par être un peu fiévreux à la maison. Donc, la fièvre et tout ce qui s'ensuit. J'étais déjà sur Paris. J'étais Tu déjà étais en déjà Paris. sur Paris. Donc, on devait se Mhm. voir pour une interview. On avait tout Mhm. booké et tout. Mais le matin de l'interview, on avait rendez-vous à 15 heures. Le matin de l'interview, le client, enfin, celui qu'on devait interviewer m'a appelé, il m'a booké. Tout a été booké, tout. Mais ce matin-là, je n'ai pas pu me réveiller. J'avais la fièvre, mais tu sais, un début de palu. Mhm. Et justement, c'est cette sensation que, qui m'a un peu, enfin, pas choqué, mais c'est la première fois que je ressens ça parce que depuis que je suis en France, j'ai pas eu de palu ou quoi que ce soit ou des maladies très graves qui débutent déjà par la fièvre, tu vois. Donc, très fiévreux, là, tu te sens pas bien, tu as froid et tout. Mais je ne l'ai pas pris vraiment au sérieux. Donc, j'ai fait comme on fait au bled, hein. Tu te lèves le matin, tu prends une bonne douche bien chaude, tu passes de la pommade sur toi, tu t'enfuis sur d'énormes couettes et tout ça pour avoir chaud, manger super épicé, tu sais, des trucs comme ça. Thé de gingembre, tout la smala qu'on fait d'habitude, tu vois. Mhm. Donc, j'ai fait ça pendant 2 jours. Mais en fait, pour le palu, quand tu le fais, tu sens tout de suite tu sens tout de suite un petit, pas que ça va, mais tu te sens un peu mieux, tu vois. Mhm. Sauf que moi, dans mon cas, c'était pas vraiment ça. Plus je faisais ça, plus je m'enfonçais, tu vois, et je comprenais pas. Mais ça m'a pas autant choqué ou je me suis dit, bon, allez, mais pas une seconde, j'ai pensé au coronavirus. Je me suis dit, c'est une grippe un peu plus virulente que les autres. Mais le seul truc que j'ai fait, c'est que j'allais plus à mes rendez-vous. J'allais même plus au studio, j'allais plus à mes rendez-vous. Je suis resté à la maison. Je suis resté à la maison. J'ai même pas été à l'hôpital, on va dire. Enfin, puisque les conseils qu'on donnait, c'était que si vous avez de la fièvre, restez chez vous, prenez de l'Ipan, machin. Donc, c'est ce que j'ai fait, quoi. Jusqu'au moment où j'arrivais plus à manger. Et il y a eu un moment où j'arrivais plus à manger. Même les trucs que j'aimais, tu vois, à ma femme qui allait me chercher de la bouffe, me chercher des trucs, mais des Mhm. trucs que j'aimais bien tout le temps manger. Mais je prends deux bouchées et puis après, plus rien, quoi. J'arrivais vraiment plus à manger. Et la nuit du 10 au 11,
la nuit du 10 au 11, toute la nuit, je me suis réveillé la nuit parce que j'arrivais plus à respirer. J'arrivais plus du tout à respirer, c'est-à-dire que je respirais à petit feu, c'est-à-dire ça faisait... J'arrivais vraiment plus à respirer. Et Après combien de jours comme ça? disons après 10 jours à peu près, puisque c'est début mars que j'ai commencé par avoir la fièvre. Donc c'est la nuit de 10 au 11, ça je m'en souviens super bien parce que... Et là, ma femme me dit, mais non, quoi, c'est pas possible. Tout en sachant que elle me tannait déjà pour que j'aille à l'hôpital. Moi, j'aime pas les hôpitaux. J'ai passé ma vie. J'ai passé ma vie, donc je suis pas du genre à me plaindre ou à aller à l'hôpital parce que voilà, j'aime pas ça en fait. Donc du coup, elle m'a, elle a appelé le docteur, notre médecin traitant. Elle a appelé et au final, c'est lui qui m'a dit, enfin, quand on lui a dit que j'arrivais plus à respirer, c'est lui qui a dit tout de suite, je vous envoie une ambulance et puis il vient vous chercher, quoi. Jusque-là, c'est pas, ouais, ok, j'arrive pas à respirer. Ils vont trouver une solution et puis voilà, quoi. Pour l'instant, pour moi, dans ma tête, c'était pas grave, tu vois. C'était pas grave du tout. Et donc, les pompiers arrivent, enfin, les mecs de la protection civile, ils arrivent, ils me mettent tout de suite sous oxygène. Placer les appareils pour la SAT et tout ça. Et c'est eux qui me disent, bah, heureusement que vous nous avez appelé parce que vu comment vous respirez, vous pouvez mourir de fatigue de respiration. Je dis, sérieux? De fatigue de respiration? Oui, parce que vous faites trop d'efforts pour respirer. Donc, à un moment donné, vous allez relâcher, quoi. Vous allez abandonner. Ça, ils m'ont dit ça. Après, ils m'ont dit, bah, est-ce que vous pouvez marcher? J'ai dit oui. Donc, ils m'ont emmené dans la voiture. Le temps que la régule leur dise exactement où est-ce qu'ils vont m'amener. Le monsieur, il était avec moi, il n'arrêtait pas de me poser plein de questions. Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Est-ce qu'il y a ça? Qu'est-ce que vous avez? Est-ce que vous avez traîné avec des gens? Non, 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 non. Et après, la régule leur fait me transférer à l'hôpital qui est juste à côté de moi, Saint-Antoine. Euh, et c'est quand je suis arrivé à l'hôpital que les mecs ils me disent, déjà, ils me placent dans une chambre. Donc tout de suite, on me fout des appareils, des électrodes et tout ça sur moi et tout, et tout, et tout. C'est là que tu m'as écrit pour me dire que tu revenais sur Paris et que... Non, j'étais revenu aux États-Unis. Non, quand tu m'as écrit, tu étais encore à Paris. Enfin, tu étais encore en France et tu Ok. étais en train de partir. Tu m'as dit, Donald Trump veut fermer les frontières, donc tu étais obligé de repartir tout de suite. Tu as changé de billet. Yes. Et on devait se voir et tout. Et est-ce que j'ai le temps pour qu'on se voit? Je t'ai dit, bah écoute, là, Joe, je suis à l'hôpital, quoi, donc je pourrais pas... mais de ne pas s'inquiéter et tout ça, parce que moi-même, personnellement, je ne m'inquiétais pas du tout, tu vois. Mhm. Donc, après, les médecins sont arrivés. Donc, quand je suis arrivé, ils m'ont fait le test de Covid. C'est quand ils m'ont fait le test de Covid, ils sont partis. Et genre, 3 heures après, ils sont arrivés, ils m'ont dit, bon, monsieur, on va vous faire un scanner. On va vous faire un scanner parce que vous respirez très mal et là, on va vous mettre sous oxygène à fond et on va voir ce qui se passe réellement. Donc, ils ont ramené l'appareil. Je n'ai pas pu marcher pour aller dans le service de scan. Donc, ils ont ramené l'appareil Pourquoi tu n'as pas pu marcher? parce que ils ne voulaient plus que je traîne dans l'hôpital, en fait. Mhm. Tu vois. Donc, eux, ils avaient déjà des suspicions de Que Covid. Tu vois. ils ont commencé à penser, à suspecter que tu avais le coronavirus. Voilà. Donc, ils ne voulaient plus que je me balade dans le Voilà. service. Donc, ils ont ramené l'appareil et ils m'ont fait le scan et ils sont partis. Et vers le soir, ils sont revenus me voir. Ils m'ont dit, bon, OK, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a votre poumon gauche qui est atteint à 100%. Ça veut dire que le poumon gauche ne fonctionne plus. Et que le poumon droit, il est atteint à 28%. Donc là, on est obligé de vous mettre en coma Coma. artificiel. On est obligé de vous mettre en coma artificiel. Attends. Et Ton franchement, tout premier- ce qu'il disait, moi, je me ton- disais, mais attends, c'est-à-dire, moi, je tombais de haut, quoi. Je me disais, mais attends, comme ça, d'un coup, j'ai plus de poumons,
Et là, tu sens, en fait, tu sais, les médecins, moi, j'ai trop l'habitude avec eux. C'est-à-dire que quand ils ont une bonne nouvelle, tu le sais. Tu vois. Tu sais que c'est pas grave. Mais eux tous, ils étaient peinés, tu vois. Ils étaient peinés et tout. Ils me regardaient d'une façon comme si j'allais mourir, tu vois. Mhm. Et ils me disent, bon, ils ont parlé pendant une demi-heure à peu près pour m'expliquer les choses et tout ça, tout ça, tout ça. Mais pendant ce temps-là, je disais vraiment rien. Je leur disais rien, tu vois. Et il y a une infirmière qui me demande, mais vous parlez pas et tout. Je dis, bah, ce que vous me dites, c'est pas glorieux, quoi. Ça fait peur. Que vraiment, j'ai peur, tu vois. Mhm. Tu vois, j'ai vraiment peur. Et, moi, mes souvenirs s'arrêtent là. C'est-à-dire que ce qui s'est passé entre, je suis arrivé à l'hôpital, ils m'ont prévenu, ils m'ont diagnostiqué le Covid, et après, ils m'ont dit qu'ils allaient me mettre dans le coma. Et puis, après, plus rien. Je me suis réveillé le 4 avril au matin, le 4 avril, dans, dans un autre service carrément. C'est-à-dire que j'étais à la Salpêtrière, j'étais à Saint-Antoine, Mhm. dans le 11e. Après, selon eux, enfin, selon ce qu'on m'a raconté, après, au final, ils m'ont transféré à la Salpêtrière, à la Pitié-Salpêtrière. Et après, à la Salpêtrière, c'est là-bas qu'ils se sont rendus compte que j'étais drépano. Tu vois, ils se sont rendus compte que j'étais drépano. Et il n'y avait pas de service de drépanocytose à Paris. Donc, ce qui fait qu'ils ont cherché déjà un service qui pourrait m'accueillir et gérer les deux pathologies. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fallait faire vite pour trouver une solution. Tout en sachant que moi, je suis tombé malade vraiment au moment où il y avait le pic, le gros pic en France, tu vois. Donc, du coup, il n'y avait pas beaucoup de lits. Et les hôpitaux, j'ai cru comprendre à la fin que, ça dit pour eux, c'est vrai que beaucoup de gens meurent, tu vois. Mais ce n'est pas une raison pour prendre des cas lourds, pour que la personne vienne mourir chez toi. Parce que ça devenait une histoire de statistiques. Quel est l'hôpital qui a perdu plus de patients Covid enfin, tu vois, c'est Mhm. toute une salade. Enfin, ça, c'est leur problème à eux. Au final, j'ai atterri à l'hôpital privé d'Antony. C'est là-bas qu'il y avait un professeur qui avait déjà traité, il avait déjà fait les drépano, donc c'est eux qui m'ont accepté au final. Et donc, j'ai Et atterri tout là-bas. ça, t'as rien vu dedans. Moi, j'ai rien vu. Moi, après, c'est ce que je vais vous raconter. Moi, je viens de te raconter ce que moi, je sais, tu vois. Mhm. Et après, ce qu'on m'a raconté. Apparemment, une semaine, j'ai fait 3 semaines de coma. D'accord? Yeah. Une semaine de coma, ils ont rappelé ma femme pour lui dire, bah, écoutez, on pense qu'il ne va pas passer la semaine. Parce que d'un, il n'est pas stable. Et de deux, le traitement est super lourd. Donc, en tant que drépano, s'il y a moyen de le transfuser, tout ça, on n'en est pas capable. Donc, si vous avez des gens à appeler, il faut les appeler tout de suite pour qu'ils puissent venir le voir et on va les laisser mourir, quoi. Et franchement, quand on te dit ça, après avoir traversé tout ça, frère, je te dis, d'abord, tu remercies le ciel parce que moi, personnellement, j'ai pas vécu le truc, tu vois, parce que moi, j'étais dans le coma, tu vois. Mhm. Mais il y a celle qui est avec moi qui a passé des sales moments, tu vois. Des sales moments parce que en soi, cette maladie, on est tous égaux devant. Hein. Faut pas se leurrer. On est tous égaux devant cette maladie. C'est-à-dire que j'ai vu des gens riches, quand je me suis réveillé, j'ai vu des gens très, très riches qui sont arrivés, qui sont morts. J'ai vu des jeunes, j'ai vu des vieux de 60 ans qui n'ont pas le même compte en banque que moi, tu vois. C'est pas parce que tout le monde a le même traitement, tu vois. Et selon ce qu'on m'a expliqué, c'est le même traitement qu'on fait au CIDR. Tu vois, déjà c'est éviter que le virus se propage dans tout ton corps.
tu vois. Donc, c'est le même traitement qu'on fait au SIDA. Donc, on t'injectait quelque chose qu'on injecte au malade du sida. Oui, oui, c'est Mhm. le même, la solution antivirale pour éviter que éviter que le virus s'attaque à tous tes organes, tu vois. Mhm. Moi, mon problème, c'est que moi, j'ai une défense immunitaire un peu chaude, parce qu'avec la drépanocytose, je suis déjà bien affaibli. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? J'ai mon système immunitaire qui est vraiment bien affaibli. Et, et donc, je ne peux pas dire aux gens enfin, je ne peux pas dire que c'est à cause du traitement que, que j'ai été sauvé ou quoi que ce soit. Parce que en soi, le traitement, c'est la même chose pour tout le monde, tu vois. Même les médecins, les infirmières, tout ça, personne n'a parié sur moi, tu vois, que moi, je vais m'en sortir. Personne n'a parié sur moi. Mais vraiment, hein, c'est-à-dire, à un moment donné, ils te le disent, vraiment, ils te le disent. Donc, je suis monozygote en drépano AC. Il y a quelqu'un qui demande Mhm. si c'est AS ou AC. Je n'ai pas la forme, c'est ma mère qui avait la forme SS. Moi, je suis assez monozygote. Donc, Personne n'avait parié sur toi. non, personne n'avait parié sur moi. Personne n'avait parié sur. Et ça, après, ils te le disent, tu vois. Pour l'hôpital, quand tu es arrivé, toi, tu allais mourir. Tu n'avais pas de... Oui, oui, oui. De toute façon, bah, je venais déjà de faire une semaine de coma. Le coma, Mhm. en fait, il te plonge dans le coma déjà pour sauver tes poumons. Tu vois, pour sauver tes poumons et régénérer tes poumons. Donc, Mais quand tu me disais que quand on te met le truc, après on te réveille un peu. oui, c'est-à-dire que le traitement, il est tellement lourd que ça peut te laisser des séquelles, soit des séquelles moteurs, c'est-à-dire une partie du cerveau qui est atteinte, soit des séquelles du cœur cardiaque, tu vois. Donc, ils te réveillent le matin et ils te font un électrocardiogramme Mhm. pour voir si le cœur subit, enfin, si le cœur subit bien le traitement, tu vois. Mhm. Et après, ils te replongent dans le coma. Donc, t'as quoi? 5 minutes de lucidité, le temps de te réveiller, de te dire, mais qu'est-ce qui se passe? T'es déjà encore dans le coma, tu vois ce que je veux dire? Et après, il y a ça aussi, il y a beaucoup aussi comment on appelle, ton cerveau qui te joue des tours. C'est-à-dire que entre ce que tu vois, ce que tu rêves et ce qui se passe réellement, franchement, moi, j'étais très perturbé, tu vois. J'étais très, très, très perturbé. C'est-à-dire que quand je me suis réveillé, tu sais pas d'où tu viens, tout ça, qu'est-ce qui se passe, tu sais, en fait, tu sais pas, tu es très, très mitigé dans ta tête, tu vois. Tu es très, très mitigé. Tu vois beaucoup de monde qui te parle en même temps. Mais c'est là où je leur tire chapeau, c'est que cette maladie, elle est arrivée, personne ne savait ce qui c'était réellement, tu vois. Quand tu as un docteur devant toi qui te dit, que tu lui poses des questions, à un moment donné, j'ai commencé par poser maintenant des questions. Et le mec, il te dit, je sais pas, en fait. Je sais pas, tu vois. Je sais pas. Donc, je sors du coma et Avant, avant ça, excuse-moi, avant ça, tu me disais que il y avait une dame du corps qui avait son fils qui est venu vous rejoindre. ouais, il y a une dame qui travaillait là-bas. Elle est infirmière là-bas. Donc, son fils l'a eu. Il avait 19 ans. En fait, c'était dans le service, il y avait une dame et il y avait aussi ce fils-là, il avait 19 ans. En fait, moi, je me rappelle de ces trois-là parce que de ma chambre, quand la porte elle est ouverte, je voyais les deux en même temps. Les portes sont collées, en fait. Que les portes, tu vois ceux qui sont sur le lit, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et des fois, on s'envoyait tu vois, Des signes. ouais, des signes, salut, ça va aller, tout ça, tout ça. Et puisque j'avais les appareils, j'avais les tuyaux dans la bouche, dans le nez, tout ça, donc moi, je parlais pas de toute façon. Donc, on s'envoyait des signes. Ce qui était marrant, il me faisait des émoticônes, tu vois, il me faisait des trucs comme ça et tout. Ça va aller. Et le 17, non, c'était un samedi juste après mon réveil. Il y a eu 17 personnes qui sont mortes ce jour-là. 17 personnes. Je me rappelle super bien parce qu'ils m'avaient réveillé le matin. Ils m'ont réveillé le matin En fait, il y avait un autre traitement. C'est-à-dire que maintenant que mon poumon est un peu régénéré et que je suis sorti du coma,
Maintenant, il faut s'attaquer à la maladie, tu vois. Et donc, j'avais des antibiotiques. J'avais un cathéter central qui partait de mon cou comme ça. Donc, c'est par là-bas qu'ils m'injectaient tout. C'est un trou, ils ont fait une incision, ils ont rentré un tuyau là. Et c'est de là, après, tu vois, il y a des dispatchs. Enfin, s'il y a des infirmiers ou des gens qui travaillent dans le milieu médical, ils sauront ce que c'est un cathéter central. C'est un truc qui te met dans le cou là, un tuyau. Et de par ce tuyau, maintenant, en fait, ils greffent plein de tuyaux dessus pour tout de suite, voilà, pour mettre les sérums, les seringues et tout quand ils ont besoin de te mettre des trucs. Donc, du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc, du coup, ce samedi-là, ils m'ont réveillé. Ils m'ont réveillé vers 20. En fait, ils m'ont réveillé vendredi vers 20h. Et ils m'ont posé plein de questions. Ils m'ont fait mon électrocardiogramme. Tout allait bien et tout et tout. Ils m'ont nettoyé. Et il y a eu un vieux monsieur qui est arrivé. En fait, le service, ce service n'était pas dédié à la réa. Donc, je pense que c'est un service qu'ils ont reconverti en réa. Donc, du coup, quand il y a quelqu'un qui vient comme ça, tu le sens, tu le sais, tu vois, il y a beaucoup de gens qui convergent vers lui, tout ça, il commence par ça, dit ça va vite, tu vois. Et l'infirmière, elle est revenue. Moi, je suis quelqu'un, je pose beaucoup de questions, tu vois. Quand tu vois leur tête, quand ils reviennent vers toi, en fait, c'est pas le même mood dans lequel ils sont quand ils sont partis, tu vois. Donc, moi, je demande toujours ça va en tâtonnant parce que j'avais un gros tuyau dans la bouche, du coup, tu vois. Et c'est là qu'elle me raconte que c'est un monsieur qui est venu de 65 ans. Malheureusement, ils ne pouvaient rien faire pour ce monsieur-là. Donc, ils vont l'aider à ce qu'il ne meure pas avec des douleurs, tu vois. Donc, morphine et tout ce qui s'ensuit, tout ça, tout ça. Parce que le traitement, il est tellement lourd qu'ils se sont rendus compte que plus les gens sont âgés, plus les gens sont âgés et que ils commencent les traitements et les gens meurent après 2 jours, 3 jours. C'est des gens qui ont bloqué des lits, tu vois. Au lieu de se dépenser ou au lieu de faire des efforts pour essayer de sauver ces personnes, et ben, ils font un choix. Voilà, ils font un choix tout de suite par rapport à ton âge, par rapport à ton vécu, comment tu vis et tout ça. Et oui, et puis ça aussi, avant d'arriver là-bas, je faisais 117 kilos. 117 kilos, moi, je suis un ancien escorte de personnalité. Mais tout de suite, sur le papier, tu es considéré comme un obèse, tu vois. Donc, si tu es obèse aussi, pareil, tu vois. Et apparemment, c'est ça qui fait, enfin, c'est ça les difficultés de cette maladie-là. Si tu es obèse, et bah, ça te demande comme si vous étiez amis de longue date, tu vois. C'est affreux, je te jure, c'est affreux. Et à un moment donné, ce monsieur donc meurt vers 4 heures du matin. Ses enfants ne l'ont pas vu. Ils sont venus, hein. Ils sont venus. Il n'y a que la fille qu'ils ont acceptée qui ne le voit que de porte à porte. C'est-à-dire, ils ont ouvert la porte, elle était loin, ils ont ouvert la porte et tout. Et ils se sont parlé, j'ai entendu tout ce qu'ils disaient. Ils disaient, occupez-vous de votre mère. J'ai eu une bonne vie, ne vous inquiétez pas pour moi. Moi, je pars, occupez-vous de votre mère. J'ai jamais vu une femme âgée autant pleurer de ma vie, tu vois. J'ai jamais vu une femme âgée. Elle devait avoir quoi? Elle devait avoir 49 ans, un truc du genre, tu vois. Ouais, 40 ans, 49. Et tu sens, elle est peinée, elle voit son père qui est sur un lit et on lui dit, bah, il va mourir, tu vois. Et puis voilà, quoi. En fait, ça s'arrête là, tu vois. Et pendant tout ce temps-là, bah, toi, tu as toutes les complications du monde et c'est toi qui t'en sors, tu vois. Et ça, personne n'a. Ils ont même. Enfin, je pense que s'ils avaient parié, bah, beaucoup auront perdu leur fric, tu vois. Parce que. Non, le jeune, Moi, le fils de la dame, de l'infirmier. bah, le jeune, lui, il a été sous, comment on appelle, en réanimation, sous appareil et tout ça. Ils l'ont désentubé. Et vers 16 heures, son cœur s'est arrêté. Il est mort. Un jeune de 19 ans. 19 ans. Dans toute sa splendeur. C'est-à-dire que, franchement, imagine, ta maman travaille dans le service. De nous tous,
et il avait tellement de privilèges. Déjà, ils l'ont mis selon eux, dans la chambre la plus magnifique, avec vue, tout ça, tout ça, tout ça. Avec vue sur la défense et tout, et tout, et tout. Il avait un rétroprojecteur au-dessus de son lit. Il jouait à Fortnite les soirs. Tellement, lui, ça allait, tu vois. Et le samedi à 16h, il a fermé la bouche comme ça. Il est mort. Quand le petit est mort, c'est là que je me suis dit, Seigneur, je veux pas mourir, quoi. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je veux pas mourir. Je vous jure, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai eu vraiment peur. Pour la première fois de toute ma vie, j'ai eu vraiment peur de la mort. Mais quand je vous dis moi, je suis un abonné, j'ai été un abonné des hôpitaux, tu vois. Depuis mon enfance au Togo, jusqu'à ce que j'arrive en France, tu es un drépano, tu souffres, hein, tu douilles, tu vois, tu douilles réellement. Mais j'ai jamais eu peur de mourir. Mais quand le petit est mort, en fait, le service est devenu bizarre. C'est-à-dire, sa mère déjà était inconsolable. Tu entendais sa souffrance, sa douleur dans tout l'hôpital. C'est-à-dire que dans tout le service, tout le monde était affecté par la mort du petit. Tout le monde, tout le monde. Que ce soit des brancardiers, les mecs qui faisaient le ménage, tout le monde était affecté. La dame, elle était inconsolable. Elle était inconsolable. Et je vous jure que quand, en fait, quand, quand c'est comme ça, déjà toi-même, personnellement, tu te sens, je sais pas, tu te sens coupable, tu vois. Tu te sens coupable. C'est-à-dire que je mets tout le monde au défi de dire que cet enfant a été plus soigné que moi. Tu vois. Il y a eu vraiment c'est une voile de désespoir sur tout le service, en fait. Tu vois. Tout le monde était désespéré. Tout le monde était désespéré parce que c'est un petit jeune. On disait que oui, les vieux ne tiennent pas, tout ça. C'est un petit jeune. Rien n'annonçait que ce petit allait mourir. Rien n'annonçait que ce petit allait mourir. Rien. Il avait la force, il était jeune. C'est-à-dire, moi, j'ai fait des rééducations avant de me lever. Lui, il a pu se lever. Il a même commencé à manger. Moi, je le voyais manger des fois. Tu vois. Je t'ai dit, il jouait. Il avait des dessins animés qu'il regardait. Tu vois, c'est-à-dire que sa maman bossait là-bas, donc il était bien choyé, tu vois. Enfin, et le petit, il est mort. Frère. Et toi, tu avais encore les tubes dans la bouche. Moi, j'avais les tubes dans la bouche, j'arrivais pas à respirer la nuit. La nuit, c'est comme si quelqu'un te chopait la gorge comme ça et t'empêchait de respirer. Je me suis rappelé une nuit, j'ai respiré de la bouche de 2h du matin jusqu'à 7h. Parce que, à un moment donné, c'est-à-dire, l'appareil qui t'aide à respirer, il a 3 fonctions qu'on lui donne, tu vois. Soit il est à 100%, il te fait respirer à 100%. Tu ne fais rien. Il t'envoie de l'air, il reprend l'air. Il t'envoie de l'air, il reprend l'air. C'est lui qui gonfle les poumons, c'est lui qui mange. Après, il y a un truc de 50%. 50%, ça veut dire qu'il t'envoie un minimum d'air et c'est toi qui refoule après l'air derrière. Tu vois. Donc, il y a 3 étapes. Quand on te sort du coma, déjà, il faut que tes poumons se régénèrent d'eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Il faut que tes poumons se régénèrent d'eux-mêmes. Donc, maintenant qu'ils sont régénérés, il faut le faire travailler. Sinon, tu seras tout le temps sous respiration artificielle. Or que, il faut le faire travailler pour reprendre à respirer. Et à chaque fois qu'il changeait d'étape, il faut que tu t'habitues. Tu vois, il faut que tu t'habitues à comment on appelle? Il faut que tu t'habitues à ce nouveau système-là avant même que quand te rechange encore. En fait, ils font ça palier par palier, tu vois. Donc,
J'étais à 100%, ça allait bien, je faisais rien, je regardais, je respirais, mais voilà, sans plus. Quand ils l'ont passé à 50%, il a commencé par avoir un peu de difficulté, tu vois. Donc, je suais. C'est pour respirer, je suyais beaucoup. Tu vois l'effort pour respirer. Tu as beaucoup d'efforts pour respirer. Et la troisième étape, c'est que l'appareil envoie juste un bout d'air pour gonfler tes poumons. Et après, c'est toi qui fais tout le boulot. Le jour où on m'a passé sur ce truc, mon Dieu, j'ai jamais autant souffert de toute ma vie. Je souffrais juste pour respirer. Du coup, moi, mon échappatoire, c'était de respirer de la bouche. Tu sais, juste essayer chez vous de respirer pendant 10 minutes de la bouche. Après, l'air qui rentre dans la bouche, il ne te fait plus de bien. C'est-à-dire, il te gratte la gorge comme si on te poignardait la gorge, tu vois. Donc, ça veut dire que quoi? Tu respires et à un moment donné, tu es obligé de fermer la bouche pour avaler un peu de salive, tu vois, pour humidifier un peu tout ça. Sinon, bah... Et pendant tout ce temps-là, il faut dormir. Je suis resté éveillé à respirer de la bouche de la nuit, normal, 20 heures, machin, jusqu'au matin, 7 heures. Je voyais l'heure passer comme ça, avec le cadran dans ma chambre. À un moment donné, il y a une infirmière que, depuis que je suis rentré, j'ai dit, à la minute où ils vont enlever le confinement, je suis obligé d'y retourner pour les remercier. Parce que tu sais, des fois, c'est dommage que c'est maintenant que nous tous, on se rend compte de leur utilité, tu vois. Je me rappelle encore d'une polémique ici en disant que oui, les députés gagnent 5 000 euros et ils trouvent ça insuffisant. Il y a même un gros con qui s'est ramené à la télé pour dire que, ouais, qui connaît des collègues qui mangent des pâtes, qui sont obligés de manger des pâtes, enfin bref, un truc à la con, tu vois. Infirmière, c'est une vocation, ma chère. C'est une vocation parce que il est très difficile de savoir que là où je mets les pieds, je peux attraper une connerie et mourir, tu vois. Je peux attraper une connerie et mourir, mais y aller quand même. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire que tout ce que vous faites, tout ce que toi-même, toi, tu fais, tout ça, c'est une vocation. Et il y a plein de gens comme ça. Il y a deux au moins, celles qui s'occupaient réellement de ma chambre. Mais c'est des cas d'or, quoi. C'est vraiment des cas d'or. Jusqu'à ce qu'on on te réveille. À quel moment tu as su vraiment que tu avais passé le cap et que Dieu t'avait miraculé, mais c'est-à-dire que Dieu t'avait, tu vois, non, que tu allais vivre. Tu sais pas. Tu sais pas. Tu sais pas. C'est pour te dire, même jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des doutes. C'est-à-dire que j'ai été faire mon check-up hier de 1 mois, parce que ça fait 1 mois que je suis rentré là maintenant. J'ai été faire mon check-up hier. Si le docteur qui est en face de toi arrive au moins à te rassurer des questions que tu lui poses, tu vois. Si ces personnes, je suis en train de voir un message, il y a quelqu'un que je connais personnellement qui vient d'apprendre que j'étais malade. et s'ils arrivent au moins, toutes les questions que tu poses, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Okay. Regarde, le jour ils m'ont libéré. Le jour ils m'ont libéré. Je leur ai posé la question de savoir, bah, OK, j'ai combien de temps de convalescence? Le mec, il me dit 6 mois. OK. Pendant ces 6 mois-là, je ne marche pas encore. J'ai fait 2 rééducations là-bas. Là, les réducs pour respirer. J'ai fait celui de la respiration. Pour le manger, je l'ai fait là-bas. Et j'ai commencé la marche là-bas avant de rentrer à la maison. Moi-même, je me connais, donc je sais exactement quoi faire, tu vois. Je sais exactement quoi faire et tout. Tous les kinés que j'ai appelés, personne ne pouvait me recevoir. Déjà, ils ont tous fermé, déjà d'une part, et personne ne pouvait me recevoir. Jusqu'à ce que j'en trouve et tout ça, enfin bref. Maintenant, je commence pas à marcher, Dieu merci. Mais les gens qui sont censés te guérir ou t'aiguiller dans ta maladie, même eux, ils ne savent pas. Tu vois, ils ne savent pas ce qui se passe. Ils ne le savent pas. Est-ce que toi-même, tu te disais que tu allais sortir de là? Mais jamais de la vie. Frère, tu sais,
tous les jours dans le service, tu vois plein de gens mourir. Quand je suis rentré, tu sais, quand je suis rentré, c'était quelques jours après l'annonce de Macron disant qu'on allait prolonger le, Mhm. le Le truc confinement. jusqu'au 11 mai. Juste dans mon immeuble, quand il a dit le confinement va continuer jusqu'au 11 mai, tu avais des gens qui ont crié. Oh non, mon Dieu, non! Mais, Franck, à 20 heures, quand on donne les stats en disant qu'il y a 500 personnes qui sont mortes, tu crois que c'est que des chiffres? Tu crois qu'à ces 500 personnes-là, si on leur avait dit juste, bah, on va vous sauver, mais vous allez rester 1 an à la maison, ils n'auraient pas accepté. Les gens ne s'en rendent pas compte. Mais c'est complètement humain, tu vois. Tant que ça ne t'atteint pas directement ou tant que ça n'atteint pas quelqu'un de ta famille, les gens ne s'en rendent pas compte. Il y a eu une journée, frère, des 17 chambres qui étaient dans ce service. Tout le monde était mort. Il n'y avait que moi. Tout le monde était mort. Tout le monde était mort. Le jour où je suis sorti du service, c'est-à-dire je sors de la réanimation pour aller en salle de repos, où là, ils viendront te chercher pour aller faire la rééducation, tout ça, tout ça, tout ça. Je sors, déjà, déjà, quand tu sors du coma, il y a un kiné qui vient tout le temps, tu sais, pour te choper les pieds, pour te faire des exercices vite fait sur le lit, tu vois. Mais jamais de ma vie, j'aurais pensé que je ne pourrais pas marcher de suite. Le docteur qui m'a préparé pour que j'aille dans l'autre service, il m'a mis sur le côté, il m'a dit, tiens là-bas. J'ai tenu là-bas et ils m'ont nettoyé le dos et ils ont enlevé le cathéter central, ils l'ont enlevé. Et il m'a dit, maintenant, je vais te mettre assis. Il m'a pris comme ça, il m'a fait m'asseoir sur le lit. Mais si je ne tiens rien, frère, je ne pouvais même pas me tenir. Et là, il vient, il me dit, bon, accroche-toi à moi. Ils ont ramené comment on appelle, une chaise roulante, accroche-toi à moi, et ils m'ont déposé dans la chaise roulante. Frère, j'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré de toute ma vie. Quand j'ai vu ma jambe, j'ai pleuré comme j'ai jamais pleuré de toute ma vie. Tu me connais, je suis quelqu'un de costaud, tout ça. Si je te montre ma jambe, mes muscles étaient atrophiés, complètement atrophiés. J'ai perdu 17 kilos. Mes muscles étaient complètement atrophiés. Complètement atrophiés. Donc, tu as dit que quand tu étais en coma, pendant ces 3 semaines, tu n'as jamais vu tes jambes. J'ai jamais vu mes jambes, puisque on mettait comment on appelle, une grosse couette sur moi et tout, tu vois. Et quand j'ai vu ma jambe, frère. Tu me racontais qu'une nuit, tu as failli mourir. Une des nuits, tu t'es réveillé, tu n'arrivais plus à respirer. Que tu respirais avec un seul poumon. Cette nuit-là, qu'est-ce qui s'est passé? Franchement, c'est cette nuit-là que je veux le plus sortir de ma tête, tu vois. S'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui ont prié pour moi, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont prié pour moi. Beaucoup de gens. C'est la plupart du temps, quand quelqu'un te dit, oui, j'étais dans le coma ou machin, j'ai vu des gens, tout ça, tout ça, tout ça. On le prend des fois pour un fou, tu vois. On le prend vraiment pour un fou, ou soit, ouais, il dit des conneries, tout ça. Je peux vous dire que c'est vrai, tu vois. C'est vrai. Tu vois des gens que tu n'as pas vus depuis des années. Tu vois des gens que tu n'as pas vus, ou des gens très, très proches, tu vois. Moi, j'ai perdu mes 2 parents. Je peux vous dire que je les ai vus. Tu vois, je les ai vus.
Cette nuit-là, j'ai... Mais c'était dur. C'est-à-dire quelque chose, en fait, c'est un moment d'incompréhension. Quelque chose que tu fais naturellement, quelque chose que tu fais d'une façon la plus facile possible. Enfin, on ne réfléchit pas à respirer. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mhm. Tu ne te dis pas, oh, demain, je vais respirer de 13h à 14h et après, on verra. Non. Mais là, je réfléchissais à comment je vais respirer pour aller mieux. Tu vois. Je réfléchissais à comment je vais respirer pour aller mieux. C'est-à-dire, quel qu'en soit ce que je faisais, j'étais essoufflé. Tu vois, quel qu'en soit ce que je faisais, j'étais essoufflé. Quel qu'en soit ce que je faisais. Et je respire par la bouche, j'étais essoufflé. Essayez par la narine, j'étais essoufflé. Jusqu'à ce que il y a une infirmière, en fait, les infirmiers, ils travaillent jusqu'à 3 heures du matin, non-stop. Ils embauchent à 20 heures et jusqu'à 3 heures du matin, non-stop. Pourquoi 3 heures du matin? Parce que les lumières s'éteignent automatiquement dans les couloirs, Yeah. tu vois. Yeah. Tu le sens tout de suite dans les couloirs, les lumières sont éteintes automatiquement. Je pense que c'est à ces moments-là que eux aussi ils vont se reposer ou sont en salle de repos, tout ça. Tu sais, il y en a une, elle est du sud, elle est venue oh, du Pays Basque, tu vois. Donc, elle me parlait beaucoup, beaucoup. C'était une jeune fille, elle me parlait beaucoup, 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 beaucoup. Donc, quand elle venait, dès qu'elle rentrait dans le service, elle venait tout de suite dans ma chambre. Elle me dit, alors, t'as passé une bonne journée. Elle savait que je ne pouvais pas répondre, tu vois. Alors, t'as passé une bonne journée, donc je secouais, je lui répondais pas la tête et tout. Et OK, bah, je vais me changer, j'arrive tout de suite. Hein, OK. Elle va se changer, elle met ses protections et tout. Après, elle vient, elle me tient par la main. Quand moi, j'ai quelque chose à dire, je lui serrais la main, tu vois. Elle me dit, ah, OK, d'accord, OK. Elle me raconte un peu sa vie, bref. Et c'est elle qui est venue dans ma chambre. Et elle m'a vu, j'étais en sueur. Et même quand tu sues, c'est-à-dire, j'ai tellement sué, j'ai sué de la moustache. Ce qui m'est jamais arrivé de tout. C'est-à-dire, tu, tu souffres, c'est-à-dire là, tu souffres, tu sens vraiment que tu souffres, tu vois. Je ne faisais que prier, 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 dire, Seigneur, je ne veux pas mourir ici. Je ne peux pas mourir ici. Mais je ne peux pas mourir ici. C'est-à-dire, ça, en même temps que ça m'énervait, en même temps, ça me faisait peur. Et en même temps, je me disais, non, quoi, c'est pas possible, quoi. Mais je ne peux pas galérer juste pour respirer. Je ne peux pas galérer juste pour et mourir ici bêtement comme ça. Tu vois. Cette nuit a été la nuit la plus difficile. Mais quand je te dis la plus difficile, juste parce que quand elle est venue, elle a vu la façon dont je souffrais. Elle a dit, bon, elle ne peut rien faire. Il faut un docteur. Donc, elle a été à chercher le docteur qui était déjà parti. Tu vois. Donc, du coup, ils ont appelé le docteur. Elle est revenue me voir me disant qu'il va revenir, il va venir. Et tout. Et le docteur, il est arrivé. Quand il est arrivé, il voyait, en fait, c'était la nuit où on est passé de l'option 50% à 20%. C'est-à-dire, l'appareil t'envoie juste un bout de souffle pour gonfler le poumon. Et après, c'est toi qui fais le reste du boulot, tu vois. Le docteur, il était obligé de revenir à 50% parce que j'arrivais pas à gérer, tu vois. Et ça t'est obligé de le gérer avant qu'on ne te désentube. Tu vois. On t'est obligé de gérer ça avant qu'on ne te désentube. Et, et un matin, ils sont arrivés. Donc, on a fait tous les paliers. Et ils m'ont dit, bon, bah, si tout va comme ça se passe là, si tout va réellement comme ça se passe là, eh ben, demain, on va vous désentuber. C'est-à-dire, vous allez commencer par respirer de vous-même. OK. Le lendemain, ils sont venus. Donc, ils ont fait toute la prépa, toute la smala, machin, nettoyage et tout, et tout, et tout. Hein. Ils m'ont relevé, donc position assis. Et là, ils m'ont désentubé. Par précaution, j'étais encore sous oxygène, mais avec le masque. J'étais encore sous oxygène. Jusqu'à ce que, bon, moment de vérité, il faut y aller, il faut voir est-ce qu'il s'en sort de lui-même, tu vois. Donc, du coup, clac, ils ont enlevé le truc et tout ça, et maintenant, respirer. Donc, eux tous, ils sont là, ils te regardent, et ils voient que tu commences pas à respirer de toi-même.
Et là, saut de joie, tout le monde, la musique a vu Survivor, manana, pas tous les infirmiers qui rentrent dans la chambre, qui sont fiers d'avoir fait au moins en sortir un, tu vois. Et c'est là-bas que maintenant les langues se délient. Mais mec, On n'a pas misé sur toi. on n'a pas misé sur toi, tu vois. On n'a pas misé sur toi. D'accord, frère. D'accord, frère. On n'a pas misé sur toi. It's okay. It's okay. It's okay, frère. It's okay. Ils n'ont pas misé sur moi. Ils n'ont pas misé sur moi. Tu vois. It's okay, frère. Ils n'ont pas misé sur moi. C'est là où je suis aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissant. Je suis tellement reconnaissant. Tu sais, j'ai eu ma belle-mère au téléphone. J'ai eu ma belle-mère au téléphone quand je suis sorti, la première des choses qu'elle m'a dit, mais Jean-Claude, c'est pas ton heure, c'est pas le moment pour toi, tu vois. C'est pas le moment pour toi. Tu vois. C'est pas le moment pour toi. Je te dis très C'est pas le sincèrement. moment. D'abord, moi, j'arrivais pas à te trouver. Quand j'ai vu les trucs sur toi, j'étais à New York. Je venais à peine d'atterrir. Mais j'ai dit non, Jean-Claude est juste malade. J'ai géré, j'ai pris ma voiture, je suis rentré à Boston. J'avais 2 semaines de confinement. Une semaine passe, je ne t'entends pas. Je t'ai écrit, le message est parti, tu n'as pas reçu, tu n'as pas écrit. J'ai dit, c'est bizarre. Je vais essayer de joindre sa femme. Bon, je sais qu'elle est dans le milieu. Donc, comme je ne connais pas son numéro, et que je ne connais pas son... Et c'est à partir de toi que j'ai commencé à prendre le numéro de ta fille, parce que moi, je ne prends pas le numéro des femmes de mes camarades. Donc, je dis, j'ai déjà vu sur le mur de Bicolé. Donc, je vais chez Frédéric, je regarde le film qu'ils ont fait ensemble, et puis je clique sur son nom. Je lui écris, je dis, pardon, je ne sais pas où est Jico. Est-ce que tu as des nouvelles de lui? Alors, elle me donne son numéro. On s'attrape sur WhatsApp, elle me dit, mais il t'a dit quoi la dernière fois? Je dis, la dernière fois que je lui ai parlé, il m'a envoyé une photo de lui, il avait des trucs sur lui, il m'a dit, on se parle après. J'ai même appelé, mais il a raccroché, il dit, on ne peut pas se parler. Elle m'a dit, bon, d'accord. Tu fais partie des 2 personnes à qui il a parlé avant de partir. Les 2 personnes qui savent qu'il est malade. Donc, je vais te dire, il a le Covid-19 et ils l'ont mis dans le coma artificiel. Je ne savais plus où j'allais m'asseoir. Très sincèrement, moi, j'ai tellement pleuré que j'ai dit, bon, surtout que tu m'as dit, il est drépanocytaire et tout ça, il dit, il est mort. Moi, je n'ai pas trop réfléchi. J'ai pleuré. J'ai dit, Jico est mort. Donc, moi, dans ma tête, quand je l'appelais, elle, je lui ai dit, on va s'occuper de toi. Dès que la nouvelle tombe, toi et ton aide. Elle t'a dit ça, non? Elle m'a dit ça. J'ai dit, dès que la nouvelle tombe, si tu te joues les bêtes comme l'autre, la femme d'Arafat, là, c'est moi-même qui est venu te frapper. Je vais t'enlever, je te fais venir. Quand je lui ai écrit pour dire comment elle va, elle me dit, je n'ai pas encore reçu de nouvelles de Jico. Je dis, mais Jico, moi, dans ma tête, j'ai commencé à l'enterrer parce que quand on va m'expliquer l'histoire qu'il est mort, je ne peux pas pleurer ça là encore. Donc, je lui dis, ok, tiens-moi informé. C'est le jour de son anniversaire à elle. Elle m'appelle pour me dire que l'hôpital a en plus. Ouais, que je suis sorti du coma. Mais d'abord, elle m'a appelé, elle m'a dit, on t'a mis un médicament, on a essayé de te réveiller, ton corps a mal réagi. Ouais. Donc, il t'a remis dans le coma. J'ai dit, mais Et quand elle m'a dit le jour de son anniversaire que tu es sorti de coma, mais j'étais dehors, mon café que j'ai payé, je l'ai oublié sur le toit de ma voiture, puis j'ai démarré. Et j'ai dû aller laver la voiture. Elle me dit, Franck, le jour de mon anniversaire. Ça, je lui ai dit, écoute-moi bien. C'est Dieu qui a, là, si Jico lui-même il sort et puis vous n'êtes pas marié là, lui-même, je le remets dans le coma. Et donc, tu sais, ce jour-là,
Ce jour-là, c'était un samedi. Tu vois, c'était un samedi. Tout ce dont je me rappelle, c'est que j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une femme de dos. Tu vois, j'ai ouvert les yeux, j'ai vu une femme de dos. Et les impressions que j'ai, c'est comme si le lit m'avalait, en fait. C'est comme si je m'enfonçais dans un lit. Et je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis où déjà, tu vois? Et la dame, elle était de dos. Je ne sais pas ce qu'elle faisait, elle était de dos, sur le côté comme ça. En fait, elle était en train de préparer les médicaments qu'elle devait me mettre le matin, là, tu vois. Mhm. Et elle se retourne, elle me voit, les yeux ouverts. Donc, tu vois quelqu'un et la personne se rapproche et il me dit, monsieur, ça va? Et moi, mais qu'est-ce qui se passe, Franck? Et c'est là qu'elle-même, elle prend le bouton, elle appuie sur le bouton et tu as deux personnes qui sont arrivées. Et ils commencent par, d'abord, ils tiennent, à chaque fois quand ils viennent, ils te tiennent la main comme ça, tu vois. Ils te tiennent la main Mhm. et ils te demandent, enfin, si vous avez mal quelque part, serrez-moi la main. Non. Vous avez mal quelque part? J'ai dit non. J'ai secoué la tête. Comment vous vous sentez? Vous vous sentez bien? J'ai serré la main. Et après, ils te posent plein de questions. Mais c'est des questions bêtes, tu vois. Vous savez quel jour on est? Vous avez quel âge? Vous êtes où? Regardez l'heure. Est-ce que vous voyez l'heure là-bas? Oui, il est quelle heure? Est-ce que vous voyez 7 heures? Oui. Vous voyez 11? Oui. Ok, d'accord. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les questions qu'on vous pose et tout. Est-ce que vous pensez que vous pouvez écrire? Ça, c'était marrant. Ça, c'était très marrant. Vous pensez que vous pouvez écrire? J'ai dit oui. D'abord, ils m'ont demandé, c'est quoi votre nom? Est-ce que vous pouvez épeler votre nom? Donc, il te sort un tableau avec les alphabets. Et à chaque fois qu'il passe sur les lettres, tu dois cligner des yeux. Donc, ils m'ont fait cligner des yeux, j'ai dit mon nom et tout et tout. Maintenant, ils m'ont donné quelque chose pour écrire. Dans ma tête, j'écrivais bonjour. C'est-à-dire, j'ai pris le stylo comme ça et je regardais ce que j'écrivais et je regardais et j'écrivais bonjour. Et je l'ai montré à la personne. La personne a regardé et m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez écrit? Et là, maintenant, je retourne le tableau pour me regarder. Mon frère, je n'ai pas écrit bonjour. Même moi, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont écrit. Et c'est salaud. Quand ils sont partis, ils ont pris le truc comme ça, le, la doise, et ils l'ont déposé sur un tableau. En face de mon lit, il y avait un tableau sur lequel ils marquaient ce qu'ils m'ont fait dans la journée pour les services de l'après, tu vois. Donc, ils ont pris la doise, ils l'ont posé là. Je regardais le bonjour là comme ça. Je dis, c'est moi qui ai écrit ça. Chico, C'est moi qui ai écrit ça. Chico, il nous reste 24 minutes. Donc, je me 24 réveille. secondes. Il nous reste 24 Ouais, secondes. Je ouais. coupe cela, je te rappelle, on va conclure. OK? Vas-y, vas-y. 24 secondes. Vas-y, vas-y. Donc, tu disais que le truc que tu as écrit, ils ont mis ça sur le mur là. Ils ont mis sur le mur. Ils ont mis la doigt sur le mur comme ça. Je regardais ce que j'ai écrit. Je n'avais pas écrit bonjour, mon frère. Je n'avais pas écrit bonjour. Donc, du coup, on se parlait par signe. Ils te posent beaucoup de questions. Tu clignes des yeux, tout ça, tout ça. Et à un moment donné, ils me disent, votre femme appelle tous les jours, tous les jours, tous les jours. Que le docteur, ils vont aller voir le docteur pour voir si on peut, l'appeler, on peut l'appeler pour la voir, tu vois. Et du coup, ils vont chercher l'iPhone du docteur, du professeur, là. Donc, moi, je ne pouvais pas donner le numéro, donc ils ont été dans le dossier, ils ont été chercher, tout ça, enfin, bref. Ils ont ramené, en fait, il a passé le coup de fil, il était déjà en ligne avec elle. Vidéo? Ouais, en conversation vidéo. Et il me tend le téléphone comme ça, elle me voit. Quand elle me voit, elle commence par pleurer et elle dit, enfin, t'es là. Et je sais que c'est elle, tu vois. Je sais que c'est elle. Mais tout ce qu'elle me disait, je me disais, mais pourquoi est-ce qu'elle me dit, enfin, tu es là? Il y a juste 2 heures, on s'est parlé, tu vois. Alors que tu avais été dans le coma. Pendant 3 semaines, frère. Parce que quand je suis parti à l'hôpital, elle était venue avec moi.
Et quand elle est partie, eh ben, pour moi, elle venait de partir, tu vois. Mhm. Donc là, maintenant, on m'explique tout. On me dit, oui, non, en fait, machin, vous venez de faire 3 semaines de coma, hein, on t'explique tout et tout. Le deuxième moment de choc, j'arrive dans une chambre. Maintenant, je sors de l'AREA avec tous les infirmières qui étaient très contentes, machin, applaudissements et tout ce qui s'ensuit, toute la smala, enfin bref. Il y a eu l'applaudissement et tout. Oh oui, 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 tu sais, enfin, quand tu sors, enfin, quand il est sorti, tout le monde, tout le service, du coup, tout le service te connaît, hein, tout le service te connaît, tout le service. Quand tu arrives ici, ah, mais c'est le miraculé, oh, mais oui, mais Dieu. Donc, j'arrive là-bas et il m'avait mis une sonde, tu vois, pour le pipi. Et donc, t'as une fille, il y a un truc que vous devez savoir à l'hôpital. Quand tu arrives dans un centre avec une maladie grave, mon frère, tu peux laisser ta dignité. Hein. Mhm. Oh, tu peux laisser ta dignité. Il n'y a que des infirmières. Ils t'ont vu à poil, ils t'ont torché, ils t'ont tout fait, tout ça. Tu n'étais pas au courant, ils t'ont tout fait, ils t'ont tout fait, tout fait, tout fait. Tout fait, tout fait, tout fait. Donc la fille, elle vient, elle me demande même pas ma permission. Elle ouvre la couette, elle chope le truc et tout. Elle commence pas à m'enlever la sonde. Tu sais, il y a une sonde pour faire pipi. Elle commence pas à m'enlever la sonde et tout. Elle m'enlève la sonde et tout. Elle part avec le truc. Donc là, je demande à faire pipi. Maintenant, je demande à faire pipi. Donc, il y a 2 costauds qui viennent, qui me chopent et tout, qui m'aident à aller dans la salle de bain. Frère, quand j'ai ouvert la porte de la salle de bain et je me suis vu, waouh, le choc. Et j'ai eu un choc quand je me suis vu. Oh, frère, je ressemblais à rien. Je ressemblais à rien. Là, j'ai un peu pris des joues maintenant encore. Frère, j'étais creux. J'étais creux, 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 creux. Ouais, Le je te dis seul quand truc, c'est que, bon, là, maintenant, on a tous l'habitude. Hein. Je crois on a tous vu des stars, machin, qui sont maintenant, comment on appelle complètement, qui ressemblent à rien. Mais là, je ressemblais à rien, 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 à rien. Donc, je fais mes toilettes, enfin, je fais mon pipi, plein de sang, tout ça, et je reviens. tu as pissé du sang. Oui, bah, quand on enlève la sonde, en fait, la sonde, c'est une espèce de griffe. Tu sais, ils t'enfoncent ça dans l'urètre, tu vois. Ils te l'enfoncent dedans. Donc, pisser du sang et tout ce qui s'ensuit, j'ai tellement eu peur, je me suis dit, oh, ça y est, j'ai perdu ma bite, oh là là, mon Dieu. Enfin, bref. Je te dis, non, mais c'est pas ça. Il faut que tu le saches. Tu sais, quand tu sors de là et que le nombre de sang que tu vas sortir, tu attends avec impatience les premières érections du matin pour te dire que, OK, au moins de ce côté-là, tout va bien. Tu vois ce que je veux dire? Oh mon Dieu. Ah, très fort. Donc, du coup, tu as le médecin qui vient. C'est là où moi, je me suis fait avoir. Enfin, je me suis fait avoir. J'ai pas trop aimé, mais bon, au final, tu as envie. En fait, tu peux pas respecter, tu vois. Donc, le médecin qui s'est battu pour que je vienne dans son service, il vient me voir et il me dit, bah, Jean-Claude, je suis désolé de t'importuner. Je sais que tu dois être très fatigué et que tu n'as pas de voix, tout ça, parce que ouais, là, maintenant, j'ai récupéré ma voix. Parce que la première fois, quand je suis rentré, quand on s'est parlé, toi-même, tu as remarqué que j'avais une voix de. Bah oui, j'avais une voix, on dirait un Goa'uld. Ouais, on dirait un Goa'uld qui vient de sortir du grec, tout ça, bref. Donc, du coup, il entre et il me dit, oh, il y a 2 filles qui font un reportage sur l'hôpital. Est-ce que ça te dirait de dire un mot vite fait comme ça? Bon, on va pas dire que tu es le seul à sortir de tout ça, mais tu sais, histoire de faire un petit reportage, tu vois. Et en même temps qu'il me disait ça, tu as 2 filles qui rentrent dans la chambre avec une caméra, tout ça, tout ça. OK. J'ai fini sur BFM. Les filles qui ont fait le reportage. Ils ont vendu les images à BFM. J'ai fini sur BFM. J'arrive à la maison 1 semaine après, où j'étais dans le mal. Mais quand je te dis dans le mal, déjà,
Ça aussi, on y reviendra. Les effets secondaires commencent par venir, tu vois. Commencent par venir. Donc, manque de sommeil, je dors plus la nuit. J'arrive pas à faire caca. J'ai mal au ventre tout le temps. J'ai des constipations, mais énormes. C'est-à-dire que le petit truc, il faut savoir que pendant 3 semaines, tout ton titre digestif est resté au repos. Donc, il faut que tout ça la reprenne. Et frère, mais à un moment donné, mais je douillais. Mais quand je te dis, je douillais, j'allais aux toilettes, je pleurais. Rien ne sort. Rien ne sort. Mais tout ça fait bouchon. J'ai fait mon lavement moi-même. Tu vois. Je suis ici. T'as un mec, ça fait des années, ça fait au moins depuis 2012 que je n'ai pas eu de ces nouvelles. Le mec, il m'envoie un message, il me dit, putain, mais j'étais pas au courant. Putain, j'espère que tu vas bien. Je lui dis, mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, comment tu sais que j'étais malade? Bref, j'ai pas pris ça au sérieux, tu vois. Après, j'ai un autre pote qui lui aussi a demandé d'après moi, ma femme et tout. Lui, il me dit tout de suite, frère, tu passes à la télé. Je dis quoi? Il me dit, mais oui, tu passes à la télé. Donc, ils ont fait un reportage où je suis passé sur BFM. Ça ne m'a pas forcément rendu service, hein, je te jure. Parce que, du coup, beaucoup de gens sont au courant. Les gens qui me connaissent, ils sont au courant. Et au final, bah, c'est même passé apparemment sur Facebook. Moi, je ne l'ai pas regardé le reportage parce que, franchement, plus vite tout ça sort de ma tête, mieux ce sera pour moi. Parce que quand tu demandes au médecin qui m'a libéré, le médecin qui m'a libéré, je lui ai demandé, bon, bah, écoutez, moi, je suis un habitué des hôpitaux. Qu'est-ce que vous pensez que j'aurai comme effet secondaire pendant ma convalescence? Il me regarde comme ça, il me dit, monsieur Assoba, rentrez chez vous et profitez de la nouvelle vie qui vous a été offerte. Parce que même lui, il ne sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait rien. Et après, c'est quand je suis rentré que maintenant, certains docteurs qui m'appellent pour savoir ce que j'ai eu, pour le noter dans les stats et tout, pour dire, ah, ok, il a eu ça, il a ça, il a eu ça, il a ça, il a eu ça. Il avait tant de kilos, il a perdu tant, il a fait ça, il a fait ça, il a ça, il a ça, il a ça. Tu vois. Et le pire, c'est que tout ça, ça va durer 6 mois. 6 mois pendant ta convalescence. Je ne peux pas projeter, je ne peux pas me projeter, je ne peux pas me dire, OK, dans 3 mois, je vais commencer par gambader dans tout Paris ou quoi que ce soit. Impossible parce que je ne sais pas. Je ne sais pas. Et moi qui suis quelqu'un de très, très, très hyper actif, il n'y a pas un moment où je passe à la maison, tout ça. Toujours à vadrouiller de gauche à droite, aller faire des missions de gauche à droite et tout ça. Et bah, franchement, ce qui reste, c'est juste relativiser. Tu vois, relativiser. Et Est-ce que quand tu sors aujourd'hui et que tu vas, après avoir eu le coronavirus par ta directrice de trucs, et que de production, ouais. de production, et qu'aujourd'hui tu sors, même pour aller à l'hôpital, qu'est-ce que tu as comme sentiment que tu marches? Est-ce que tu as peur de le réavoir? Est-ce que tu as peur de toucher des choses? Bah, tu sais, déjà, comme je t'ai dit au début, j'étais quelqu'un qui me foutait de la gueule des gens, tout ça. Ou enfin, je partageais des trucs rigolotes sur la maladie. Aujourd'hui, tous ceux qui disent les gestes barrières, tout ça, c'est comme la dernière fois, je suis parti à la pharmacie et tu as deux, j'aime pas trop le mot sans-abri, tu vois, 2 personnes qui étaient derrière moi, mais qui me collaient. Mais ça m'a tout de suite mis la pression. J'étais obligé de me retourner, de leur dire, reculer un tout petit peu, tu vois. Parce que au moins, si toute maladie, si on sait que, allez, tu l'as eu et qu'au final, tu ne vas plus le réavoir, eh ben, déjà, au moins, tu es serein. Mais aujourd'hui, personne n'est serein. Mais moi, de mon côté, ce n'est pas ce qui me choque le plus. C'est quand je vois les gens dans leur absurdité totale, tu vois. Et dans l'ignorance, si c'est le truc hyper franco-français, là, on s'en fout de tout.
C'est ça qui m'énerve le plus. Et c'est même une raison pour laquelle j'ai accepté de faire ce direct avec toi parce que les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe réellement. Tu vois. Les gens ne se rendent pas compte. Si vous avez de la famille, si vous avez des parents qui sont âgés, préférez aller faire les courses pour eux. Ne les laissez pas sortir. Faites les choses pour eux. N'allez pas voir votre grand-mère, n'allez pas... c'est-à-dire, c'est elle qui va s'en sortir. Elle va s'en sortir si elle reste chez elle et tout ça. Ne sortez pas. Je vois encore des gens qui se tiennent la main, qui sont... Tu sais, il y a un bar à côté de chez moi, là, en bas de chez moi. Le mec, il est ouvert et c'est marqué en gros sur le truc livraison seulement ou un truc du genre qu'il a marqué sur un carton, tout ça. Tu vois les gens dehors avec une promiscuité et ils discutent. En fait, ils ne se rendent pas compte. Ils ne se rendent pas compte. Il y a des gens qui sont asymptomatiques. Ils ont le virus en eux, mais ils ne développent ni fièvre, ni maladie, ni quoi que ce soit. Tu vois? Et ces personnes-là, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils refilent la maladie à tout le monde. Tout le monde refile la maladie à tout le monde. Et les gens sont dehors. Il y a eu des gens qui ont dansé. Je trouve ça horrible. Qu'est-ce que tu Parce que penses ces gens... qu'est-ce que tu penses de l'annonce du déconfinement? De toute façon, moi, je suis condamné pour 6 mois. Donc, perso, comme je t'ai dit, hein, ceux qui sont bons, si on leur avait dit de rester à la maison pendant 1 an, ils diront oui. Le déconfinement, de toute façon, il faut que ça se fasse parce que même moi, personnellement, j'en parle là. Moi, je suis à mon compte. Si je ne travaille pas, je ne mange pas. Il faut bien que ça reparte. Il faut bien que... Parce qu'il y aura forcément un après la maladie. Il faut que la vie continue. Tu vois. Moi, le 11, ça me fait peur parce que les gens sont inconscients. Tu vois. Les gens sont inconscients. Tu vois, les gens sont inconscients. C'est ce qui me fait le plus peur. Les gens vont commencer par aller voir leur mère. Quand on discute, quand on demande à des gens, mais qu'est-ce que vous allez faire dès que vous allez déconfiner, qu'est-ce que oh, je vais aller voir ma mère. Je vais aller voir ma grand-mère. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vue. Et vite. Tu vois. Quand tu sors, quand on dit les gestes barrières, tout ça, c'est pas pour quelqu'un d'autre. Je revenais de mon, comment on appelle, de mon, de ma rééducation la dernière fois et je croise une dame, tu vois, une blanche, je la croise. Tout de suite, quand je l'ai vue, moi, je me suis dit, oh là là, et je me suis mis sur le côté, tu vois. Elle m'a regardé bizarrement. Mais si je m'écarte, c'est pas forcément pour moi. Je me dis pas, oh, je vais avoir quelque chose, tu vois. Mais c'est pour toi que je m'écarte. Je m'écarte parce que moi, je l'ai eu. Je ne sais pas si je suis contagieux actuellement. J'ai encore posé la dernière fois la question à mon docteur quand je suis parti faire mon check-up. Est-ce que vous pensez que... Il m'a dit probablement. Mais moi, je ne veux pas m'asseoir sur des probabilités. J'ai envie de voir ma fille, là, à l'heure où je te parle. Parce que dans mes moments difficiles, j'avais que elle en tête. Mais si je m'assois sur des probabilités, je vais là-bas, je leur donne la maladie. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, personne, l'OMS envoie un message. Maintenant, je suis très à l'affût, tu vois. J'essaie de voir les trucs et tout pour être au courant des évolutions dans les autres pays. Ils ont envoyé comment on appelle, un mail là disant que oui, pour l'instant, on n'a aucune preuve de, comment on appelle, de rechute des gens qui l'ont eu, qui l'ont re-eu encore et tout ça. On n'a aucune preuve certitude que certifier que voilà que tu peux le recevoir encore. Nous, c'est la certitude justement qu'on veut en fait. Après, tu entends des gens qui se plaignent, tu vois, ouais, ben, moi j'ai envie de voir des gens, j'ai envie de prendre des verres avec ma famille. Ben, tu vas mourir, c'est tout, hein. Tu vas mourir, tu vois. Moi, je n'ai pas
je me déclare pas spécialiste en Covid ou quoi que ce soit. Mais il y a mon histoire et il y aura votre histoire. Tout ce que moi je peux dire aux gens, c'est que les gestes barrières, même si aujourd'hui il y a un cafouillage disant que oui, les masques ne sont pas obligatoires. Donc, mon frère, si tu as la possibilité de mettre un masque, mets un masque. Parce que déjà le gouvernement ne s'en sort pas. Eux-mêmes, ils sont complètement perdus et ça se voit. Plein de gens les insultent. Mais vous les insultez pourquoi? Ce qu'ils font, ce n'est pas pour eux qui le font. C'est pour vous. Il faut que nous-mêmes, on prenne conscience des choses, tu vois. Je veux que Faut qu'on tu se dise. Mais je t'ai dit, moi, au Mhm. début, j'étais très borderline sur ce sujet. Je te le dis ouvertement, j'étais très borderline. C'est-à-dire, je me foutais des gens. Tu sais, il y a eu une polémique dans le Sud où il y a des papis qui faisaient comment on appelle, de l'échangisme. Mhm. Et ils ont fait une soirée échangiste chez un des mecs et ils sont tous morts. Quelqu'un qui est venu avec le Covid et il leur a tous balancé ça et ils sont tous morts. C'est passé dans les faits divers et tout. J'ai été le premier à le relayer et à dire putain, mais les gars, ouais, tenez-vous, quoi, il y a un truc. Mais aujourd'hui, je le dis maintenant en connaissance de cause. Vraiment. Aujourd'hui, ton voisin, c'est ton ennemi. Pas parce que tu es black, parce que tu es noir, parce que tu es riche, tu es pauvre, ou tu es jaune, tu es chinois, tu es machin, tout ça. Mais c'est une maladie qui est véhiculée. Il suffit juste qu'ils te disent bonjour, qu'ils postillonnent et que ça te rende quelque part. Tu prends ta main et tu le nettoies et tout ça et que machin. Aujourd'hui, tout le monde est parano. Moi, quand je sors aujourd'hui, je mets tout le temps des suites. J'ai ma main dans ma poche pour éviter de toucher quelque chose. Pas parce que je vais l'attraper, mais de peur de le donner à quelqu'un. Parce qu'il t'a dit que tu es probablement... Je suis probablement encore contagieux. Je ne sais pas. Personne ne le sait, en fait. Mais quand tu fais le test, ça revient négatif. Mais personne ne sait. Donc, les 60 personnes qui sont connectées là, bah, faites gaffe à vous, quoi. Parce que cette maladie, elle est réelle. C'est la première fois qu'on est devant un truc qui ne fait pas de différence entre riches, pauvres, tout ça, tout ça. Les gens qui ont des problèmes de reins, ils savent que s'ils déposent même 1 million, mais ils vont avoir un rein dans un marché noir et tout ça, sur le dark web et tout. On va choper un pauvre quelqu'un quelque part, on va le désosser de ses reins et tout ça et on va te le mettre à toi. Mais oui, non, mais en fait, c'est ce que je dis. En fait, aujourd'hui, tu sais, nous, on le sait que ça existe. C'est ce que je veux dire. On sait que ça existe. Il y a des riches qui ont des problèmes d'insuffisance rénale et du jour au lendemain, ils sont debout. Mais la liste qu'on met, cette liste-là que les priorités, dons d'organes, tout ça. Mais ça ne peut pas aller à tout le monde. Il y a des gens, ils ont l'argent. Ils ont l'argent aujourd'hui. Ils peuvent déposer sur une table et on leur trouve un rein. Une question. Mais frère, le Covid, lui, que tu aies 1 euro sur ton compte ou que tu aies 100 000 euros sur ton compte, mon frère, c'est la même chose. Tu vas mourir. Une question. Dans ton service, on demandait tout à l'heure, la directrice de production est devenue quoi? Elle est là, elle a juste fait une semaine de mal et puis c'est bon, c'est fini. Il y a d'autres personnes autour de toi qui en ont eu? Oui, il y a eu 4 personnes dans l'équipe qui l'ont eu. Dont une personne, on n'a plus de nouvelles de lui jusqu'à aujourd'hui. Celui qui fait le making-of, on l'a appelé, on lui a écrit, on n'a pas de nouvelles. Et ça, c'est très flippant parce que, en plus, si je me rappelle bien, quand on discutait, sa femme, elle était enceinte. À chaque fois qu'on terminait les tournages, il était le premier à rentrer vite parce que sa femme était enceinte. Mais jusqu'à aujourd'hui, même moi, je l'ai encore appelé. Aujourd'hui, je tombe directement sur son répondeur. On n'a pas de nouvelles. On est 4 à l'avoir eu dans la production. On est 4 à l'avoir eu. Des 4, il y a 2 personnes qui ont eu un truc vite fait, tu vois. Et un qui, lui aussi, ça l'a bien secoué un peu quand même. Au moins, il a eu au moins 3 semaines où il n'était pas bien du tout. Et moi moi, j'ai eu tout le truc, quoi. Tu vois. On est 4 à l'avoir vraiment eu. Même le client, même Frédéric, lui aussi, l'a eu. Mais lui aussi, il a fait juste 3 jours où il était très, très, très mal. Et puis, c'est bon, c'est passé. Parce que j'ai vu Frédéric quand même sur les réseaux. Ouais. Lui aussi, il l'a eu quand on a discuté, quand je suis revenu et tout. Lui aussi, il l'a eu.
tu vois. Dernière question avant que D'abord, moi, je te dis merci. Parce que Non, mais il c'est n'y a pas pas tout de... le monde. C'est pas, je te vais te demander, je t'ai dit si ça allait te gêner. Parce que moi, je n'étais pas au courant que tu étais passé sur BFM. Ah, si, si, si. Par erreur, je ne savais pas. Mais je voulais seulement que les gens puissent écouter un gars qui a eu le corona et qui s'en est sorti. De plus, je voulais qu'ils écoutent toi qui étais dans un service où tout le monde est mort, où personne n'avait parié sur toi. Et c'est toi qui t'en es sorti. Tu n'étais pas obligé d'accepter. Tu as accepté. Tout le monde entend te dire merci ici. Parce qu'il faut Ah, je du vois ça. courage pour se mettre devant et pour pouvoir dire. C'est une leçon pour tous ceux qui sont là. Et je pense que les gens en avaient besoin. Moi par exemple, là, j'ai failli dire une bêtise que je n'ai pas dit en ligne. J'ai fait palabre ici avec des gens. On a fait palabre, tu vois. Mais je pense qu'aujourd'hui, finalement, tout le monde comprend. Et pour sa famille, pour nos familles, pour nos amis. Et toi, mec, qui dit que tu n'as plus de nouvelles de quelqu'un, ça peut arriver à tout le monde. On Ah ouais, n'a pas de nouvelles de ça d'autres peut personnes. arriver à tout le Moi, je monde. te dis, à Tout le mon monde. travail, je travaille aux urgences. Donc, ceux qui arrivent là, dès qu'ils sont déterminés Covid, on les emmène. Ce qui se passe là-bas, je ne sais pas. Après, quand j'essaie de voir quelqu'un, il est mort. Souvent, les gens meurent aux urgences même, avant qu'on les prenne pour le transférer dans les chambres ou dans les départements. Les gens même qui travaillent avec nous qui travaillons là, des gens qui travaillent avec nous, hein, on entend ils travaillent. Puis une semaine, tu dis, mais il y a tel gars que je n'ai pas encore vu une semaine. Il y a des day off. Mais 2 semaines, il n'a pas encore vu. Et puis on dit, le gars, il a le Covid. Mais on ne sait pas. Tu comprends? Il y a tellement de choses. Moi, je te dis merci. Franchement, du fond du cœur. Sache que j'étais là avec ta femme. Elle était trop forte, la fille là. Je sais qu'à un moment donné, elle a appelé, elle a insulté l'hôpital. Ouais, ouais. Ça, c'est le docteur. Tu sais, le docteur, le jour, il m'a dit ça. C'est comme j'avais mon truc ici. Donc, j'étais tout le temps braqué là, tu vois. Je ne pouvais pas faire ça, tu vois. Et un jour, ils se sont rendus compte que j'étais bloqué de la tête. Donc, il fallait me rééduquer, me faire. Donc, ce jour-là, quand ils sont arrivés, ils m'ont demandé, je lui ai demandé quand est-ce que je sors de l'hôpital. Ils m'ont dit, ah, nous, on ne veut pas de problème avec votre femme. Elle a appelé ici, elle a insulté tout le monde. Parce qu'ils ont mis un jour, 2 jours sans nouvelles. Elle les a appelés, elle les a insultés tous. Et ben, donc, du coup, rééducation, cours, machin, tout ça, bref. Ben, écoute, moi, je vous remercie, enfin, je remercie toi aussi, carrément, parce que tu fais partie des gens qui ont aussi beaucoup prié pour moi, pour que je m'en sorte et tout ça, tout ça. Moi, Et non, faut pas mentir. Moi, non, mais moi, c'est ici que tu vas moi, faire ton truc. Moi, je Non, mais quand même, tu sais, il y a beaucoup de gens qui. Moi, je suis quelqu'un de très, tu vois, surtout sur mes non, réseaux, mais pour j'aime bien moi, faire rire la galerie. attends, pour moi, tu vois, les gens sont en train de crier enfant béni de Dieu, enfant béni de Dieu, enfant béni de Dieu. Pour moi, ce que tu représentes, c'est Lazare. Parce que moi, j'étais opéré. N'allons pas loin. N'allons Tu pas comprends? loin. Le bon Dieu m'a. Parce que moi, je travaille à l'hôpital. Donc, à force de Ouais. voir les gens mourir, ça te traumatise. Donc, moi, tu es Lazare. Parce que quand on m'a dit tu es réveillé, oh, je te dis, tout ce que tu as commandé ici, là, j'ai appelé les décommandés de trucs. Ouais, non, toi. J'ai décommandé quoi? Des commandes de 1000 euros qui passaient sur mon compte. J'ai appelé, il a dit, bon, en cancer, on dit c'est quoi? Il dit, je ne pense pas que. Faut qu'on refasse les commandes parce que j'en ai besoin. Après le Covid, il faut travailler. Hein. Yeah. Mais j'ai fait ça. J'ai pleuré, j'étais enterré. Et quand on me dit que tu es levé, quand je te parlais, quand tu parlais, je pleurais. Le même jour, je partais au travail, j'ai fait une vidéo pour dire j'ai un ami qui a ça, je pleurais encore. Et aujourd'hui, c'est encore les larmes que je coule. Donc pour moi, Lazare, tu vois, non. Pour les autres, tu es miraculé de Dieu, tout ça. Moi, tu es Lazare, parce que tu étais mort. Et puis tu es sorti. Mais franchement, Jacob, pour tout ce qui t'est arrivé, merci pour être venu à ce live. Merci à vous. Et puis, et prenez soin de vous, les amis. Prenez soin de vous. C'est très, très important parce que si tu es le dernier mot à dire,
Ouais, ce qui se passe, c'est pas du jeu, quoi. Faut laisser les gens qui vous racontent du n'importe quoi. Ouais, les blancs, c'est une maladie pour les blancs, c'est une maladie, il n'y a pas les noirs ne l'attrapent pas, tout ça, tout ça. Tout ça, c'est des sottises. C'est des sottises. Et surtout, si vous avez des parents qui sont là actuellement, plus de 60 ans, prenez soin d'eux parce que Non, ils eux, n'ont qu'à c'est les vraiment. Non, mais eux, en fait, le problème, c'est ça, c'est que eux, c'est vraiment, vraiment, vraiment le néant. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas quoi faire pour les sauver. Donc, au lieu de se casser la tête pour essayer de leur faire le traitement, ils vont plutôt t'aider pour mourir dignement, sans douleur. Et moi, ça, je trouve ça horrible. Et en plus, après ta mort, personne ne verra ton corps. Tu es tout de suite envoyé à la crémation, tout ça, et on te brûle et puis c'est fini. On n'a entendu parler de toi, tu vois. S'il n'y a pas de funérailles, il n'y a rien. Et ça, mais c'est horrible. C'est horrible. Tu vois, c'est horrible. Donc aujourd'hui, prenez soin de vous. Pour les 2 jours là qui vont, quand ça va se... Tout le monde est ton ennemi. C'est pas une histoire d'être parano ou quoi que ce soit, mais dès que vous rentrez, lavez-vous les mains. Si vous avez du gel hydroalcoolique, mettez-le dans votre sac. Ça ne coûte rien. Si vous en trouvez, en tout cas, si vous en trouvez, parce qu'il y a ça aussi comme difficulté, si vous en trouvez, n'hésitez pas. Il faut savoir que les Français eux-mêmes, là, moi, c'est pas être raciste ou quoi que ce soit. C'est les gens les plus saligots au monde. Les mecs ne se lavent pas. Nous, on a été éduqués autrement. Tu vois ce que je veux dire? Donc, niveau propriété, nous, on fait déjà de notre mieux. Donc, les gars, vous sortez, ne serre pas la main à qui que ce soit. Bise la bise, non, mais... C'est pas la bise, c'est la bise même qui a fait que mon gars. La dernière fois, j'ai croisé quelqu'un. Il a voulu me faire une accolade. Je lui ai dit, pied, pied, pied. Je lui ai tendu mon pied comme ça. Il a dit, ah ouais, c'est comme ça maintenant. J'ai dit, va te faire foutre. Je te fais pas la bise, je te serre pas la main. Mais pour eux, c'est comme si, ouais, je me sens gêné parce que je lui ai pas serré. Hé, frère, te sens pas gêné. Parce que si tu es malade demain, mais il sera pas là, tu vois. Il sera pas là pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Ne lui serre pas la main. Non. Et ne lui serre pas la main. Ça dit que où il est parti, il pourrait ne plus jamais revenir comme ça. Aujourd'hui, on est dans un truc. Il faut être égoïste. C'est ta vie ou rien. Laissez vos parents. Si vous voulez aider vos parents, en les aidant, c'est être loin d'eux. Et tu fais des courses. Si c'est toi qui dois aller faire des courses pour tes parents, tu fais les courses. Tu les mets devant leur porte. Ils viennent nous chercher. C'est pas que tu es un enfant impoli ou quoi que ce soit, mon cher. C'est que tu es en train de sauver la vie de tes parents. Histoire de confinement, les gens disent, ouais, dès que ça va finir, là, je vais aller en vacances. Mais tu vas aller où en vacances, mon frère? Tu vas aller où en vacances? Reste chez toi. C'est réel. Ce qui se passe, c'est réel. Protégez-vous. C'est très important. Parce que tu ne sais pas d'où ça va venir. On est en face d'un truc. Si même quelqu'un tousse sur une chaise et que toi, tu passes 4, 5, 6 heures après, que tu passes la main sur cette chaise-là, mon frère, tu l'as. Tu l'as. Donc, prenez soin de vous. C'est très important. Ce n'est pas parce qu'il y a le déconfinement que tout le monde... laver l'eau chaude immédiatement. Mais dès que tu rentres... Moi, je suis devenu... Déjà, même à la base, je suis déjà parano à la base, tu vois. Dès que je rentre d'une journée, obligé d'aller me laver. Ou soit de laver ma main, envoyer 2-3 mails, aller me laver avant de dormir. Mais là, aujourd'hui, c'est devenu pire. En tout cas, la facture d'eau va arriver, on va voir. Une dernière question avant de partir pour qu'elle se termine bien, qu'elle soit drôle. Depuis que tu es sorti, est-ce que tu as déjà bandé puis tu as gré? Au moins. Mon frère, j'ai bandé. Hein. Tu bandes maintenant? Ah, j'ai bandé fort. C'est bon, c'est bon. Mais non, mais de toute façon, tu me poses la question comme si, Joe, c'est la première des choses que j'ai fait pour savoir si le Joe, il était encore devant. C'est fou. Je veux pas. Est-ce que tu as plus gré? Mon frère, on est sur Internet. Est-ce que tu as plus gré? Est-ce que tu as plus gré? Ça marche avec on est sur Internet. Mais sache que, mon frère, tout va bien. Tout va bien. C'est la première des choses dont je me suis rassuré. Je me suis rassuré de savoir est-ce que tout va bien. Donc, tout va bien.
Mais enfin, sinon, Joe, j'aurais tout perdu. Je perds 17 kilos, je marche plus et je perds ça aussi. En tout cas, merci beaucoup à toi aussi. Merci beaucoup. Et j'espère que ce direct va comment on appelle, tout le monde est en train de crier ici qu'il faut que je fasse YouTube. rendre service aux gens et tout ce qui s'ensuit. Ouais. Les rendez-vous du grand maître. Bako yaka bako bina bako kolobanini.